un bref rappel. Lorsque, au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est, après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo, et non seulement déstabilisaient la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, tenter la dissuasion, donc en tendant la main. On avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi, entre autres, à les faire venir. Donc, ça fait que j'ai dû rentrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence, parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à l'as de cette agression, il l'a nié, jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à 2 reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphin Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes, à 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir, et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres
parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire, oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais, non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors, nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'il soit. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes. Voilà, on va continuer sur ce registre avec Marcène Goy. Entre-temps, j'ai vu que Madame Gaëlle demandait la parole. Peut-être qu'elle peut déjà avancer vers le micro aussi pour sa question. Je me demandais pourquoi il n'y avait toujours pas de dames, mais c'est très bien. Alors, elles sont là, elles sont dans la salle, elles prendront la parole au fur et à mesure. Monsieur. Monsieur Marcène Goy. Dans votre mandat, vous aviez effectué une tournée dans les 9 pays limitrophes. Très bien. Vous avez été à Kigali. Et lorsqu'il y a eu les funérailles de feu Étienne Tshisekedi, votre père, votre défunt père, nous avons vu venir Kagame à Kinshasa pour vous consoler. Et lorsqu'il y a eu éruption volcanique, le Rwanda a démontré qu'il demeurait un pays qui peut s'ouvrir au Congo en cas de catastrophe. C'est ça. Et donc, en tant que pays voisin, nous sommes obligés de vivre ensemble. Les deux pays, la RDC et le Rwanda, doivent vivre ensemble. Totalement d'accord. Et vers la frontière, vous aviez pris des photos qui ont semblé dire qu'il y avait même des accords qui auraient été signés à cette occasion-là entre vous et le président Kagame. Vous revenez tout fraîchement de Nairobi. À Nairobi, vous avez été très ferme sur la question qui concerne... À Addis Abeba plutôt. Vous avez été très ferme. Il n'y a pas eu de photos de famille, pas de poignées de main historiques, pas de rencontres directes. Le protocole s'est arrangé pour vous mettre éloignés. Et donc, on semble avoir vu entre les deux présidents une distance, mais aussi entre les deux pays. Maintenant, la question de savoir comment vider le prétexte, parce que finalement, les FDLR deviennent un prétexte qui sous-tend la vision expansionniste du Rwanda vers le territoire congolais. Et comment aussi vider le prétexte du président Kagame qui pense aujourd'hui défendre la cause de Tutsi congolais, le Banyamulenge, dont il prétend être aujourd'hui, il s'érige en défenseur acharné. Y a-t-il effectivement des accords signés à cette occasion lorsqu'il y avait eu éruption volcanique? Et où en sommes-nous avec les opérations militaires conjointes entre la RDC et l'Ouganda, dans la partie Nituri? Marcel, vous posez 3 questions. Merci. Oui. Excellence, Monsieur le Président. Notez-les-moi bien. Bon, d'abord, très vite, je vous dis, ce qui s'était passé au moment auquel vous faites allusion à Goma, ce n'était pas des accords, c'est un MOU. C'est en anglais, c'est une abréviation anglaise qui veut dire en français Mémorandum d'entente. Donc nous étions d'accord pour ouvrir des négociations afin d'arriver à un accord, justement pour éviter le pillage de l'or congolais.
Donc exactement ce que vous entendez que nous avons fait aujourd'hui avec Primera Gold, cette coopération qu'on a faite avec comment on appelle ça, joint venture. Une joint venture, merci Monsieur le Ministre, que nous avons fait à travers cette firme Primera Gold avec les Émiratis, les Émirats Arabes Unis. C'est exactement ce que nous aurions dû faire avec le Rwanda et que nous avons immédiatement stoppé lorsque nous nous sommes aperçus de leur supercherie dans ce coup de poignard dans le dos. Donc, pour revenir au FDLR dont vous dites, donc j'espère que là c'est clair, il n'y a pas d'accord. Ah oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le cou à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque 2019, et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici, qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis mais ça c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. C'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin pour dire ça y est, moi je viens au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé.
Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs depuis lors on a arrêté même un officier, que dans l'armée nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon, donc on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. Vous avez parlé des 9 voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul, ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que de chez moi, au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens, malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda, du Rwanda plutôt à notre égard, peu importe, je reste convaincu par cela. Parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Voilà. Monsieur le Président de la République, tout à l'heure, vous parliez justement de discussions que vous aviez eues à Nairobi. Je me souviens qu'à Nairobi, l'une des résolutions était que tous les pays qui avaient des groupes armés, ils avaient l'obligation de discuter avec les groupes armés. Bien sûr, la question des FDLR ne doivent pas être... Et le Burundi avait commencé avec les Raids Tabara, ils avaient commencé, mais la question des FDLR, bon, elle est assez spéciale, et je crois que c'est vrai qu'il y avait ce volet-là que je devais... pour moi, les FDLR, forces résiduelles, d'accord, ce sont des combattants de 1994. Qui ont l'âge du président Ça fait 30 ans exactement aujourd'hui. À mon avis, c'est des grands-pères. Donc je ne crois pas que avec ce statut, ils peuvent encore menacer la sécurité du Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes prêts à tout faire pour ôter ce prétexte au Rwanda qui justifie justement la présence de ces gens. Vous savez que le Rwanda a même fabriqué ses propres FDLR. Donc c'est-à-dire les éléments qu'on a renvoyés chez eux, ils les ont désendoctrinés et réendoctrinés à leur manière pour les renvoyer au Congo. Comme ça, leur présence au Congo va continuer à justifier l'intention ou l'agression dont ils font preuve. Et donc, et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que je dis, ça peut être vérifié dans les annales des Nations Unies. C'est de là d'ailleurs qu'on a eu les éléments. Donc c'est pour vous dire que nous sommes déterminés à ramener la paix dans ce pays et nous réussirons à le faire. Nous allons le faire, quels que soient les atermoiements du Rwanda. Avant de prendre la question de Madame Gaëlle, il y avait un dernier volet dans la question de Martial qui demandait comment évoluer les opérations militaires avec l'Ouganda, je pense, dans le Grand Nord. Ah oui, mais très bien, très bien, très bien. Jusque-là, en tout cas, je crois qu'on a mis sérieusement en difficulté les ADF, parce que, bon, rappelez-vous, c'est pour combattre les ADF que nous avons décidé de cette mutualisation de forces contre, justement, ces terroristes. Donc, pour les combattre. Donc, ça se passe bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là, la collaboration est parfaite jusque-là. Très bien. Madame Gaëlle Kibungu. Après, ce sera Madame Pamela Munazo. Bonsoir. Je suis très honorée d'être en face de vous ce soir. Merci. Et je ne saurais me dissocier de mon âme d'épouse militaire qui vous dit merci pour votre fermeté, en tout cas vous tenez absolument à pacifier ce pays, vous motivez les troupes et aussi vous rassurer les dépendants. Merci beaucoup pour cela. Comme c'est écrit voilà. Alors ce soir, j'aimerais parler de Goma et de ses alentours. Nous savons que la situation est sous contrôle des FARDC, mais de l'autre côté, on sait que c'est des
des contrées où il y a beaucoup de population. Bien sûr. C'est des contrées vraiment occupées aujourd'hui de notre côté, et votre option militaire, puisqu'aujourd'hui vous êtes déterminés à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi, pas de négociation jusque-là. Certains pourraient le dire, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire, comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire, mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir, pouvez nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire? Oui, merci madame, la question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors, j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons, ce Congo. Vous pouvez me faire confiance. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. On va enchaîner avec Madame Pamela Mounazo. Je reviendrai à vous, Madame Élisée Odia, pour votre question. Il utilise et il recycle les FDLR qui étaient déjà ici. Oui, je dis, il a ces Ouazalènes. Ces Ouazalènes. Voilà, donc c'est-à-dire pour semer la confusion
il en a pris, fabriqué, il les fait passer pour des Wazalendo, alors que ce sont des traîtres, des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule, pour faire croire évidemment que l'état d'esprit des Wazalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'armée de la défense pour encadrer toutes ces forces. Madame Pamela Mounazo, allez-y avec votre question. Bonsoir, Monsieur Madame le Président. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni mardi dernier. C'était sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Concrètement, Monsieur le Président, par rapport, aux décisions prises autour de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de cela ou plutôt inquiet? Et la deuxième chose, c'est de plus en plus, il y a des pressions qui sont exercées sur le Rwanda par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça va porter des fruits? Moi, je crois, et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies, à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsqu'il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera, on va dire, peut mieux faire, comme mention. Sur les pressions exercées sur le Rwanda? Les pressions doivent continuer, c'est très bien, mais les pressions, lorsque elles ne sont pas entraînées de contraintes, ça risque de finir par lasser la personne ou l'institution qui est pressée, et finalement, ça risque de ne pas donner de résultat. Donc je crois que pression, oui. On a vu d'ailleurs qu'ils ont été assez affolés, ils ont eu des réactions un peu à l'emporte-pièce, mais ça ne suffit pas. C'est un bon début, on va dire, mais comme je disais tout à l'heure, s'il faut donner une mention, on va dire peut mieux faire. Et nous ne demandons que ça de la part de la communauté internationale, de faire davantage. Et ce serait justice pour les millions d'âmes congolais perdus. On va prendre la question de M. Willy Kalengai. Je vais demander à Mme Élisée Desprez d'avancer, comme ça elle posera la prochaine question avant qu'on ne continue avec les questions récoltées de ce côté. Monsieur Kalengai. Monsieur le Président, le pays, notre pays, la RDC n'est pas le seul pays au monde qui a des ressources naturelles. Il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais malheureusement, chez nous, l'exploitation des ressources provoque la mort et la désolation. Nous en sommes à autour de 12 millions, c'est énorme. Vous venez de dire tout à l'heure que le Rwanda sert de receleur, et le président Kagame récemment a dit que, évidemment, le produit passe par le Rwanda et vont ailleurs. Voilà. Où est-ce que ces produits vont? Et c'est là ma question. Au début, on pouvait se dire que derrière le Rwanda, il y avait des multinationales, il y avait des groupes mafieux, il y avait toute la pègre mondiale qui s'accaparait de nos richesses. Mais quand nous avons suivi les MOU signés entre l'Union européenne et le Rwanda, nous nous sommes demandé si effectivement, derrière le Rwanda, il n'y avait pas des États, des vrais États, et qui nous envoyaient ainsi un message. Très bien. Alors, la question est celle-ci. C'est vrai, vous venez de dire que vous pouvez négocier avec les Rwandais, mais au-delà du Rwanda, avons-nous identifié les forces politiques, les États, notamment l'Union européenne, avons identifié les vrais négociateurs, parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources doit donner la mort aux Congolais? Alors, la négociation pourrait être celle-là, la tripartite notamment,
comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix. Et ça, ce n'est pas avec les Rwandais qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'État, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est comme ça qu'on lui a remis les M23. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer. Mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur comment on appelle ça là, le coordonnateur de suivi. De suivi, voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Et nous sommes le seul pays parmi tous les signataires à avoir un coordonnateur. Donc quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord que il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à votre consoeur. Nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo ou son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand dit vous achetez, je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Merci. Merci, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. On va prendre la question d'Élysée Odia. Et d'ailleurs, sur ces points précisément, le ministre des Affaires étrangères, sous votre instruction, a réagi fermement contre cette attitude ambiguë de l'Union européenne. Madame Élysée Odia, allez-y pour votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Madame. Merci à l'Excellence honorable Patrick Mouyaya pour la parole accordée. Monsieur le Président, je reviens sur les propos tenus en marge du sommet d'Addis Abeba. Et là, je veux revenir sur un propos relayé notamment par le tweet
du ministre Mouyaya où vous avez dit « Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix ». Pas au prix de l'humiliation. C'est que j'ai vu, c'était pas à n'importe quel prix. Alors c'était ma question, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix? Et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix? Et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable excellence doublement élu. Ça vous dérange pas d'avoir violé la Constitution? Je savais que cette question reviendrait, mais bon, le président aura l'occasion d'y répondre. Merci madame, j'y répondrai. J'avais parlé de la paix, pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil. N'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humilié en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer des choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères, le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... la situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement... mais non, j'ai demandé conseil aux juristes.
On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. Et c'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher 2 émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là. Ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, du juridisme. Bon, je laisse aux juristes le soin d'en discuter. Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol congolais, et c'est à ça que je m'acquitte. Le reste... Voilà, on va prendre la question de Patrick Bomboka. Vous parlez des budgets, vous parlez d'économie. Et puis ce sera Pichu Mulumba, puis Christian Lusakweno. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Après la renégociation du contrat chinois, la République démocratique du Congo a pu arracher 7 milliards de dollars qui devraient être investis comme annoncé dans les infrastructures. Bien sûr. Mais on aurait constaté que depuis la signature de ce contrat mine contre infrastructure en 2008, le taux d'absorption de ces milliards disponibles est toujours très faible. Alors comment s'est rassuré cette fois-ci à la fois de la bonne gestion et de la bonne affectation de ces ressources? D'abord parce que nous avons commencé à renégocier. Donc ça, c'est déjà la preuve que, en tant que patriotes aimant ce pays, quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà à quoi a servi cet argent. Mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Le travail est pour le moment fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution qui discute avec SICOMINE et qui va avoir les études nécessaires, parce que vous avez parlé d'absorption. Évidemment, comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? C'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Et l'autre institution, dirigée par Freddy Chembo, dont j'oublie, qui est assez compliqué comme ça, le directeur général Chembo, qui elle est en pourparlers avec SICOMINE, est aussi là pour l'accompagnement. Donc nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent
parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Donc les réalisations se feront, soyez tranquilles. Et c'est dans les mêmes esprits, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'on a pu obtenir 2 milliards, je pense, du contrat des TFM dans les différentes discussions qui sont en cours, qui viendront en appui. Ça, c'est toujours dans le cadre de la revisitation, si je puis l'appeler ainsi, de tous ces contrats qui ont été faits un peu à la légère à l'époque, sans tenir compte de l'intérêt de notre pays. Et là, nous voulons et nous avons refait les choses autrement, et elles vont se passer effectivement autrement. Voilà, on va prendre la question de Monsieur Pichou Moulumba. Nous avons encore, Monsieur le Président, une bonne dizaine de minutes. Oui, ça va, je suis à votre disposition. Ok, bon, on ne va pas en abuser. Allez-y, Monsieur Pichou Merci Moulumba. beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Je reviens sur vos premiers mots à l'entame de ces briefings. 32 jours après votre prise de fonction, vous brûlez d'impatience de démarrer, vous l'avez si clairement dit. Nous nous rendons compte de la mise en place de la majorité avec la mission en cours de l'informateur. Il est évident que vous disposerez d'une large majorité, mais justement, dans cette large majorité, se dessinent déjà plusieurs ambitions et vous êtes appelés à les départager. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui les profils de l'oiseau rare pour la primature, cet oiseau rare qui sera à la tête du prochain gouvernement pour matérialiser votre vision et surtout consolider les acquis du mandat précédent? Vous êtes plus pressé que moi. J'ai nommé un informateur par respect pour sa personne et le travail qu'il fait, remarquable jusqu'ici. J'attendrai qu'il me fasse le compte-rendu de sa mission. Et ce que je vous promets de faire, c'est d'immédiatement après désigner informateur. Ça, vous êtes... Informateur. Informateur, pas un informateur, parce qu'il y en a déjà un. Dès que l'informateur termine sa mission et qui m'en fait le compte-rendu, immédiatement après, je désigne le ou la. Il veut aller dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Soyez un peu patient. Non, mais ne soyez pas pressés. Moi, je ne le suis pas. Les ambitions, ça ne me fait pas peur. C'est tout à fait inhérent à la vie politique. On ne vient pas en politique pour se positionner simplement. On vient parce qu'on a un rêve, on a un idéal, on a des ambitions et c'est tout à fait légitime de les avoir. Ça ne doit pas faire peur. Nous avons une grande majorité, comme vous l'avez dit. Tout le monde ne jouera pas le même rôle. Tout le monde ne jouera pas les premiers rôles. Tout le monde ne sera pas ministre. Tout le monde ne sera pas DG. Quoique, bon, DG, j'aimerais vraiment qu'on commence à réfléchir à dépolitiser l'administration. Mais enfin, voilà. Donc, l'essentiel ici, c'est de faire avancer le pays. Voilà, Monsieur Christian Dousakweno. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, merci. Bonsoir, Christian. Alors, ma consoeur Olysée Odia a presque vidé la question. Vidé ma question, mais bon, puisque vous nous avez permis de rebondir, je voudrais parler de l'alinéa 9 de la Constitution, en son article 110, que vous avez cité, qui parle de la fin ou de la suspension du mandat du député. C'était pas ma question, mais je vais la poser avant de vous poser la question que je voulais poser, qui fait suite aussi à celle qu'a posée le journaliste précédent. Y a-t-il un acte juridique qui permet à ces députés de suspendre leur participation à l'Assemblée? Entendez, avez-vous signé une nouvelle ordonnance? Non. Ça, c'est pour l'article 110. Non, je vous dis non déjà, je n'ai pas signé l'ordonnance. Maintenant, ma question, c'est... Christian, vous voulez faire du juridisme? C'est pas, j'ai aucun souci ou aucune volonté dans mon chef de faire du juridisme, mais la République démocratique du Congo est une situation où elle nécessite que celui qui va prendre les rênes du gouvernement soit déjà bien au fait de ce qu'il va faire. Selon nos informations, l'informateur devrait vous déposer sa copie ce week-end. Vous dites que vous allez désigner le Premier ministre dans la foulée. Alors, non, le formateur. Le formateur qui risque d'être pourrait Premier ministre dans la devenir foulée. Premier ministre ou pas.
Est-ce qu'on aura le Premier ministre ce week-end? Le formateur, oui. Si formateur. l'informateur m'apporte sa copie ou son rapport ce week-end, oui, le formateur sera désigné le lundi. Qui est déjà connu par vous, donc? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'impression que le journaliste veut sonder le cœur du président de la République. Vous voulez devenir Premier ministre, Christian? Vous en avez l'ambition? Pour revenir à ce que vous dites, Christian, moi, je n'aime pas les débats juridiques, les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution, qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait, parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, OK, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes à sauvegarder, à veiller à ce que la nation continue de tourner normalement, sans difficulté. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Pas le débat juridique. Je laisse ça aux juristes et je n'ai pas du tout la sensation ou le sentiment d'avoir violé la Constitution. Voilà, merci M. Lusakwe. On va prendre M. Christopher Ochokoum. Merci Monsieur le Ministre et bonsoir Monsieur le Président de la République. C'est votre première interview, on va le dire, depuis votre discours d'investiture. Oui. Il y avait beaucoup de phrases qui ont marqué les esprits, notamment celles évoquant les erreurs du passé que vous ne comptez plus refaire lors de ce nouveau mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques exemples, c'est que étaient ces erreurs du passé que vous ne comptez plus refaire, et aussi nous dire comment vous comptez réaliser vos 6 engagements que vous avez annoncés au Congo tout entier. Comment vous comptez réaliser les 6 engagements, les 6 engagements de votre programme au peuple? Bon, vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc déjà, quand vous partez de ce principe, vous comprenez que dans l'œuvre humaine qui a été le mandat de 5 ans que les Congolais m'avaient donné, il y a eu des imperfections. C'est à ces imperfections-là que je faisais allusion et que je ne veux plus voir se reproduire. Maintenant, c'est à vous, observateurs attentionnés, le jour où on se retrouvera, soit dans une interview ou au coin d'une rue, de me dire « Ah, Monsieur le Président, vous aviez dit il n'y aurait pas d'erreur. Durant votre premier mandat, il y avait telle erreur que nous retrouvons dans le second mandat. » Et là, nous en reparlerons. Mais je ne vais pas ici étayer le nombre d'erreurs parce que, bon, c'est pas assez pratique de le faire. Et quant aux 6 axes de votre programme, comment Oui, mon programme, c'était d'abord, je vous le rappelle, parce que bon, peut-être pour une meilleure compréhension de l'opinion, d'abord il y avait l'emploi, la création d'emplois. Nous y travaillons. Nous y travaillons avec les institutions qui sont là, qui ont été mises en place pour ça, le FOGEC, la PRODEC, nous avons l'ONEM. Nous sommes en train de le faire. Évidemment, c'est pour ça que je parlais d'impatience de me mettre au travail, parce que
les idées sont là, les institutions sont là. J'ai beaucoup soutenu, et je continue de le soutenir d'ailleurs, le directeur général de la RSP, qui fait un travail remarquable, celui d'obtenir la sous-traitance pour les Congolais. Et il y a beaucoup de milliards qui échappent à la République qui devraient revenir à des entrepreneurs congolais. Nous sommes en train de travailler sur tous ces dossiers, mais le moment venu, on va pouvoir délivrer. J'avais parlé de pouvoir d'achat, j'avais parlé de la sécurité, sécuriser les populations, sécuriser les frontières du pays, sécuriser le territoire national. J'avais parlé de la diversification de l'économie. Aujourd'hui, nous mettons plus l'accent sur l'agriculture. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. J'attends la mise en place du gouvernement pour y aller, donc dans le programme de la transformation agricole qui va générer beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent pour la République. On a parlé de l'accès aux services de base parmi mes engagements, eau, électricité, logement. Ça aussi, nous avons besoin de travailler dessus sur des projets concrets de construction de logements et continuer ce que nous avons commencé avec l'agence de développement de l'électricité rurale, l'ANSER. Nous avons donc déjà commencé un travail pendant mon premier mandat qui doit continuer. Nous devons doter tous les coins et recoins de la République d'énergie, eau et électricité. Avec le programme des 145 territoires, du développement des 145 territoires, nous sommes sur justement ce chemin de doter tous nos territoires, à toutes nos populations en tout cas, de moyens, routes et énergie qui leur permettraient d'assurer eux-mêmes leur propre développement. Enfin, l'administration. Vous savez que ça, c'est un très très gros problème pour la République démocratique du Congo et même pour tout pays qui ambitionne d'être bien gouverné. Il faut que son administration soit solide. Et là, nous avons eu un extraordinaire ministre de la fonction publique qui nous travaille dessus, Jean-Pierre Liaou, pour ne pas le citer, qui a fait un travail remarquable et qui, j'espère en tout cas, pourra continuer ce qu'il a commencé de si fort belle manière. Donc voilà comment nous comptons donc mettre... En voilà un qui sera heureux ce soir, Monsieur le Président de la République. Merci. Ça ne dépend pas de lui ni de moi. Enfin, ça dépendra des calculs politiques. Je rappelle, malheureusement, je vous avais dit en liminaire que nous ne pourrons pas prendre les questions de tout le monde. C'est un premier exercice. Il y aura plusieurs autres parce que le Président de la République a montré qu'il était particulièrement attaché à la redevabilité. Donc nous allons prendre les deux dernières questions. Il y en aura une, je pense, sur le sport pour terminer cet exercice. Bon, Marius, vous êtes là. On prendra sûrement le doyen Kibambi et puis nous terminerons avec la question de M. Bopema. Allez-y, M. Marius Munga, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Marius, bonsoir, ça va? Je pense que je vais revenir un tout petit peu sur la sécurité. Et essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter, s'il vous plaît. Pardon? Essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter. Il faut poser une question qui n'a pas encore été posée. Non, ça n'a pas été posé. Monsieur le Président, lors de la campagne, vous avez sorti un mot qui a fait jaser après. Beaucoup de Congolais, je pense, moi notamment, avons appris ce mot ce jour-là. Vous avez parlé de à la moindre escarmouche. Vous attaquez le Rwanda et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que
lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous ai dit que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique communauté d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses, si elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire, avec des méthodes non guerrières, mais je signe des deux mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des deux mains. Ça, il n'y a pas de problème. Et l'Assemblée nationale et les Sénats seront consultés les moments venus pour donner leur avis. On va prendre la question de Kibambi Chintwa. Je l'ai vu, Kibambi Chintwa. Et puis, on prendra une question en Lingala. C'est Lingala, ce sera la fin. Doyen, rapidement, s'il vous plaît. Le doyen n'a pas perdu sa superbe. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord m'excuser pour la tenue, parce que d'autres ne comprendront pas que c'est une tenue de Mandela. Et donc, on peut même accepter dans les fêtes. Voilà. Monsieur le Président... c'est une tenue tropicale et qui sied vraiment au climat qu'il y a dans ce pays. Je vais quand même parler en Lingala, mais mon Lingala n'est pas bon. Quand j'ai fait la campagne, on se moquait de moi. Parce que Makamousou suis photo le bango, biso na biso. Nalero roba qui ma les prisons maloko ekotona. Ngana sepela ki na yango pona nini. Parce que kaka na mboka na biso yo nde toyoka kaba. Tela ibi 10 millions, 100 millions. Baza ko kende maloko te. Bato na nde bato, il faut batonda. Na maloko. Boloko. Na boloko. Bon. Merci pour la correction. Ça, parce que les investisseurs sont des gibiers peureux. S'ils constatent que tous on sala bambeba mususu toza corriger te na justice, bako kende banda kende na ba pays voisins. Mais ceux qui monika que justice la biso za utambola malamu na kanisi tokolonga. Exact. Question mais bien sûr, Rosanne a raison. Na pesi openza raison kulutu Kibambi pour likambo oyo olobi ezali ya motu ya makasi ezali o ya justice. Mboka na biso soki justice ezali malamu te mboka ekotombama te. Président ya conseil supérieur na biso ya magistrature ye matoi na ye elemba na makelele na ngai.
na loba na ye mbala na mbala likambo oyo nalingi komona na mboka oyo justice esala mosala na yango ndenge elongo bami. C'est vrai, bazoloba que bakangaka bato batiki bango ou bien mais c'est normal. Soko kangi moto lobi ka yibi. Mais au démontrer yango te. Comment on garder karana boloko? Il faut bimisa. Donc il faut qu'on arrive dans ce pays na situation oyo to mona kabisika na bamboka o justice esalaka so bokangi moto po ayibi botali pe wala biloko oyo ayibi soit asombi nango boye soit mbongo yango yango wana bo récupérer yango asali boloko. Oh, j'ai l'impression que balobaka moto ayibi mais okoyoka bamoni atelo côté tango mosu pe yaki asolo ayibaki Simana yango abimi a profité sous kaka na babilo wana oya. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond na justice na biso na senga ki penza na conseil supérieur à magistrature batala yango malamu batala pe likambo ya honneur parce que biso pe na Congo to kana facilité ya kobenga moto moyibi okalika mukea moyibi oui mais attention na eloko wana moyibi c'est grave ça qualification moko ya ma bemingi ko bebisa sa vie à moto libela. Donc ceux qui bozana preuve te que moto na yibi bino en tant que justice beau traiter comme un innocent d'abord en attendant beau démontrer kaza moyibi. Donc voilà, c'est justice n'a pas de problème ebele n'a pas sur raison mais eza mosa na biso ba autorité ya ko sala de sorte que solution ezwama nesikawana. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on va prendre les deux dernières questions en lingala. Il y a une question Tozo Zwabino Kanzela Moko. Junior Yaka, question à sport parce que Tobi qui est président d'un sportif, tout le monde a qui prestation à Léopard, il peut profiter et poser question. Voilà, merci porte-parole. Mokonzamboka tosololi magamba guerre, tosololi magamba nyonso nga na ozonga na ngote. Ngaba kinoa balobi na tuna ba question ba kinoa. Oza kinoa, obotami na kin, ovandaka na kin. Lelo Kinshasa est caractérisé par le phénomène Kuluna. Kinshasa est caractérisé par l'embouteillage. Kinshasa est caractérisé par Nababalabala dans un état de délabrement très avancé. Bokassa, Kassavubu, Yomoko Kene na Zandu, na yoka kota osoro bala TV, Kassavubu komi boy, Itaga, Croix-Rouge, Kabinda. Lelo Yomo Randeli na Kinshasa. Tango vandaka, est-ce que Fachi Beto zalaka fier na Kinshasa neke komi lelo pour moyente. Koura passi, maï passi, et puis dollar 28. Et comme il peut le sa maman 20 000 francs, azo réclamé nandaku 20 000 francs à moukier pour dollar que ça na 28. Vie na yo na neke to vivre na Kinshasa en tant que Kinois. Est-ce que Kinshasa est gouverné? Merci. Bon, en tout cas, mon tournant na yo ezali ya motuya. C'est vrai, tozali na ba difficulté na Kinshasa. Ba difficulté ango e bandi lelote, hein, eza ba difficulté za ikoya malembe. Peut-être tozangaki ndenge ya ko solutionner ango. Likambo o etali kuluna par exemple, à un moment donné, nga na monaki que ko traiter ba kuluna de manière radicale et qu'on changeait le communauté. Bazaba jeune, souvent inconscient, pour que vous voyez au côté de Boloko, un jour à Gobima. Tant à Obima kuna, à Gokoma Soussou, plus dangereux que tant à Kotaki. Autant qu'on peut ça leçon, il y a Koye Balikambo Babengi Mosala, valeur il y a moto, qu'on peut ça, koto sa moto, kolinga ndekonayo, pour osalela ekolo. Et expérience wana et simbaki toza lelo na bana bakendeki ka kanyama kasese ba misusu baketi na Afrique du Sud koyeko la kotambusa train ba kozonga d'ailleurs bientôt na Lubumbashi pona rotala bango. Donc mosala côté wana je crois qu'il y a expérience moko concluante mais esenga rapé ba moyen il y a kopesa na police azala na efficacité ya kokanga bango. Mais pour le moment,
c'est vrai, naza kondima que nanu tokokisi makambwana malamote. Mais boyeba que ekosuka wana te, toza te que toza wana te pona kotala biloko wana indifféremment, to ndima yango ele kakaboye, to salaka eloko te, toko bouger. Nous allons prendre des mesures. Idem pona bambouteillage. Bambouteillage, ezali pona babalabala, oyo, olobi wana, ezali yakobeba. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays qui continue de se passer comme une méthode et comme une habitude. Et wana ngai nazali ko tia ba responsable ya ba entreprise oyo bazali ko tonga ba balabala. Moyibi ezana katuana. Parce que ce n'est pas normal. Botonga balabala année oyo 2024 to commune à 2025 le même balabala e bandi ko bota mabulu. Donc là ici que mon salaire ça mis bien. Normalement balabala tant on va sala kango nazali ingénieur pont et chaussée, mais je suis convaincu que quand on fait une rue, durée de vie en tout cas minimum ezaka 10 ans. Oh que en tout cas pendant 10 ans les boulot à tamorote comme on a. Mais biswawa bo sali lelo 6 mois 1 an après, ma boulot est zongi. Kaka nesikana. Ça veut dire que mon salaire ça m'a bien été. Pourquoi mon salaire ça m'a bien été? Pour nani institution ils allaient charger, il y a qu'au surveiller misala wana bazali ko sa mosana na bangote. Il y a on a sengaki dernièrement na kokuta d'ailleurs na DG au ya bureau technique de contrôle BTC bango mutu basaka expertise wana. Bazana besoin ba moyens pour être bakoka ko salaka expertise na bango ndenge sengeli misala ekende liboso. Naza conscient ya ba makamonyon swana et ezali évidemment devoir na biso biso ba autorité d'abord évidemment il y a ville il y a Kinshasa mais biso pe ngai en tant que président de la République na bandaka na capitale Kinshasa ezali capitale ya mboka vitrine ya mboka na biso ezali donc obligation pour na biso to sala mosala ya kobongisa mboka na biso et ko salema ça je vous le promets pour na dollar bon ezali makambo yo nazaka koloba na campagne na ngai dollar ezali pe comportement na biso ba congolais tozo pesa mbongo na biso valeur mingi te okozwa franc congolais okimi mbangu okoluka dollar po o bomba mbongo o bongo la mbongo na yo franc congolais na dollar tozali kosala misala o esengeli kosala te po ete tokotisaka ba devise awa na Congo à part ba mine na biso misala ya ba industrie o tokoki kosala ke tozali ko fabriquer biloko awa totambusaka ngo na monnaie locale ezate tozui habitude mabe ya kotiaka dollar lokola monnaie oyo ya mboka na biso. Nous devons d'abord kozwa comportement patriotique kolinga mbongo na biso to salela mbongo na biso na banzi ke to bana opesa ngo valeur. Évidemment, c'est beaucoup de mesures au Esengeli Kozwama. Chaque 15 jours, on a conseil des ministres, on a banza lobby et 15 jours, je crois qu'on aura la gouverneure de la banque. On a commis ça, Malobab. Parce que autorité monétaire Nambokoyo, ezali banque centrale. Ezali ministère à finance, ezali président de la République. Alors, banque centrale, autorité monétaire Nabiso, Esengeli Asala Mosala Wana. Donc nous ne pouvons pas continuer à tout le temps se plaindre, pouvoir d'achat ezali aussi là, parce que tozali ko s'aligner na dollar. Donc il faut tout réfléchir, bango na banque centrale, mais biso pe ba congolais, na ndenge ya bolingo, na confiance na mbongo oya biso, na banzi toko zwa solution. Merci. Voilà, on va prendre la question sur le sport. Et Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous l'accorderez. On a réservé la dernière question à la RTNC. Voilà, c'est elle qui nous accueille. Allez-y. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette opportunité. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Président. Merci. Ma première petite préoccupation... Vous pouvez vous présenter, Junior Bompema. Je suis Junior Bompema, journaliste sportif. Je suis de la maison, de la RTNC et direction sport. La première préoccupation, c'est justement par rapport à ces léopards qui vient de perdre son boulot au Rwanda parce qu'il a fait un geste de patriotisme démontrant à la communauté internationale qu'elle est muette
à la situation qui arrive à la RDC. Il a été évacué de toute urgence du Rwanda. Aujourd'hui, je vais dire qu'il est encore chômeur. Je ne sais pas ce que son pays, qu'il a défendu en terre où il travaille, lui réserve. Évidemment, on a été classé 4e au niveau de la CAN où j'ai pris part. Quel est l'avenir de ces léopards aujourd'hui? Et nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques. Monsieur le Président, vous savez qu'il y a 2 léopards seulement qui sont qualifiés directement pour les JO. C'est Marcela Sakobi et Arnold Kisoka qui, à ce jour, je vous informe qu'il est à Alger en train de se préparer. Dans quelle discipline, s'il vous plaît? Judo. Il y a la boxe et le judo. Arnold Kisoka part avec les maigres moyens de la fédération, tout simplement parce que toutes les disciplines de combat sont tellement abandonnées par le ministère des Sports, qui traite plus les footballs, et tous les dossiers des disciplines de combat sont des lettres mortes. Ce sont les dirigeants de ces fédérations, par leur bonne foi, qui aident la nation à ce que ces jeunes gens ne se perdent pas. Surtout les phénomènes dont vous venez de parler ici, le Koulouna. Mais si ces jeunes gens qui font les sports de combat ne sont pas bien orientés, bien encadrés, quel est le sort du pays? Je vous informe qu'Arnold Kisoka, à ce jour, est à Alger, dans un camp d'entraînement préparatif au JO, mais avec les poches de sa fédération. Un véritable plaidoyer, le président de la République va vous répondre. Pardon? Vous avez fait un véritable plaidoyer, le président va en tout cas pour les disciplines de combat. Voilà, oui. Merci. Non, mais c'est très bien. Ouais. D'abord pour notre compatriote, Louvoumou, je devais le recevoir malheureusement avant d'aller à Addis Abeba, ça n'a pas pu avoir lieu, parce que j'avais suivi quasi en direct quand il est arrivé, le ministre des Sports qui avait été le prendre à l'aéroport m'a appelé et j'ai parlé avec lui aussi, je l'ai félicité et j'ai promis de le recevoir, de l'honorer au nom de la République, il le sait. C'est maintenant une question d'agenda, tout simplement. J'ai aussi appelé quelqu'un que je connais bien, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le président de la SV Club. Amadou Diaby. Mon ami Amadou Diaby, mon frère, et je lui ai demandé expressément, je lui ai dit, écoute, président, je ne veux rien entendre. S'il faut que je paye, je payerai. S'il faut que l'État paye, on payera, il n'y a pas de problème. Mais ce garçon qui a été un valeureux soldat de la République, il faut le prendre dans V-Club. Je ne sais pas si ton effectif est complet ou pas, tu le prends. Je ne veux rien savoir. Alors il m'a dit, non, Monsieur le Président, d'ailleurs je vous annonce qu'il a bel et bien été, il a fait partie de V-Club à l'époque, et j'ai décidé, je le prends, etc. Donc côté boulot, rassurez-vous, il a du travail déjà de sûr. Ensuite, je le verrai moi-même, parce que j'ai vraiment envie de le féliciter de vive voix et surtout de lui donner une récompense au nom de la République. Alors, ce que vous avez dit sur le sport, c'est magnifique. Je buvais vos paroles quand vous parliez, parce que ce que vous dites est vraiment fort. Et c'est ce que nous avons recherché à l'époque où il y avait le ministre Serge Condé, qui avait fait des états généraux. À ma demande, c'était sur mon initiative, parce que c'est ça mon souci aussi. Il fallait faire l'état généraux des choses, une sorte d'état des lieux de notre fédération, de notre sport, et d'essayer de comprendre comment, d'abord ce qui ne va pas, et comment est-ce que nous pouvons juguler le mal qu'il y a et mettre plus en valeur nos athlètes. Nous avons une jeunesse très active et abondante. Nous avons un peuple qui est à plus de 60% composé de jeunes. Donc, de potentiels sportifs, il faut réussir à encadrer. Et c'est aussi, merci, dans ce que vous avez dit, une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Donc, vraiment, vous êtes dans le bon. J'ai vraiment aimé votre intervention. Et je peux vous rassurer que ce sont des efforts qui vont être fournis. Nous avons aujourd'hui les conclusions des États généraux, donc nous avons une boussole, comment nous orienter pour faire cela. Bon, bien sûr, il y a des objectifs que nous ne pourrions pas atteindre. Les Jeux Olympiques, c'est cette année à Paris. On ne pourra pas être prêt peut-être pour ça, mais j'espère que pour les prochains, en 2028, ce sera possible. Et je peux ici le dire sans
peur, sans risque plutôt de trop m'avancer, j'ambitionne. C'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN. J'espère plus que tout, mais on en reparlera. Merci encore vraiment, monsieur le journaliste. Oscar Mbal, pour terminer, j'espère que votre question sera courte. Merci, monsieur le ministre, merci, Excellence. Merci. Surtout pour l'honneur que vous faites à la RTNC dans l'espace de 2 mois, parce que vous étiez venu ici lors de l'émission organisée par les CESAC sur ce même plateau, et aujourd'hui vous revenez dans le cadre du briefing spécial. Merci pour l'honneur. Excellence, j'ai une petite question. C'est un honneur pour moi. C'est la chaîne nationale. Merci, Excellence. J'ai une petite question à vous poser. Vous avez été élu à une majorité écrasante, 73,37% de voix. Merci aux Congolais. Et merci à Dieu. Donc c'est une majorité écrasante. Et au niveau du Parlement, l'opposition n'est représentée que par un faible pourcentage, donc 18 députés nationaux sur le 500. Ma question, c'est celle de savoir quel sera alors les rôles que va jouer l'opposition dans ce pays. Parce que vous voyez par exemple l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pratiquement il n'y a aucun opposant. Ça va se passer comment? Quelle est la place que va jouer, que va occuper l'opposition en RDC? Merci, Excellence. Bon, d'abord je crois que les mieux placés à pouvoir répondre à cette question, c'est d'abord l'opposition elle-même. Je ne peux pas répondre à sa place. Je retiens par exemple que le leader de l'ESID avait fait le choix de ne pas envoyer de candidat aux élections législatives. C'est son choix. Ce n'est pas celui du pouvoir. Donc le dédain, l'inconsidération. Je vous rappelle que je suis issu, moi, d'un parti politique, UDPS, qui, lorsqu'il a été créé en 1982, faisait peut-être la risée de certains de nos compatriotes. On nous prenait pour des fous. On disait, mais vous prenez pour qui? Le MPR parti État, c'est une grosse machine et tout ça, vous avec votre UDPS là, etc. 82. 8 ans après, 1990, l'UDPS était la principale force politique du pays. Pas de l'opposition, du pays. Donc, tout est possible. Si nous ne travaillons pas bien et que cette opposition est bien organisée, propose une alternance à ce que nous faisons, une alternative à ce que nous faisons, les Congolais, qui sont très mûrs. Moi, je suis très, très fier de mes compatriotes, contrairement à ce qu'on dit des Congolais. Je crois que nous sommes le peuple le plus mûr politiquement du continent africain. J'en veux pour preuve, évidemment, les élections. J'avais proposé la consolidation de nos acquis. Les Congolais ont compris que quelque chose était né dans ce pays et qui demandait à être consolidé. Et ils m'ont accompagné. J'avais parlé de sécurité, ils ont compris que de tous les leaders en présence, c'est celui qui parle le plus de la protection des Congolais et qui menace même de porter la guerre là où elle nous est amenée, c'est lui. Donc faisons-lui confiance, accompagnons-le. Je connais les attentes de mon pays, de mon peuple. Et si je les déçois, forcément, ça fera une opportunité pour l'opposition qui va rebondir et tout ça. Mais à condition qu'elle soit organisée et qu'elle inspire suffisamment de confiance, comme je l'ai fait moi, dans nos compatriotes. Donc c'est pas à moi de leur montrer le truc, sinon je me tire une balle dans le pied. C'est à eux de s'organiser. Mais ce que moi j'ai le devoir de faire, c'est de faire appliquer la Constitution. C'est-à-dire il faut un leader de l'opposition. Là encore, c'est pas à moi de décider, c'est à l'opposition de s'organiser. Le leader, il peut être issu du Parlement, enfin des institutions, tout comme hors institution. Ça dépendra de
de leur manière de faire les choses. Donc, ce n'est pas à moi de leur indiquer le chemin, mais je peux dire que je suis disponible pour favoriser un tel développement des choses, oui. Voilà, merci Oscar Mbal pour la question. Excellence, Monsieur le Président de la République, on a fini, même si les questions n'ont pas fini, dans l'espoir qu'il y aura d'autres occasions ou d'autres confrères. J'ai vu Jean-Marie Kassamba ou Fabrice ou Madame Josette auront l'occasion de poser leurs questions. C'est bizarre que Jean-Marie Kassamba n'ait pas posé de questions. Où est-ce qu'il est? Il est là, il est là. Quoi, vous êtes convaincu maintenant par ma politique alors, donc c'est bizarre. Il me semble. Alors, on vous a censuré. C'est quoi ça? Mais il n'a pas été censuré, Monsieur le Président. Ah non, ça c'est pas du tout correct. Vous voulez qu'on le lui accorde? S'il a une question ou deux, venez. Mais alors, si c'est une question qui n'a pas encore été posée... Attention à vous quand même. Hein. Attention à ce que vous allez poser comme question. Ah, Jacques, oui aussi, bien sûr. Mais Excellence, Monsieur le Président, vous voulez encore qu'on... Non, mais pas longtemps, parce que j'ai d'autres engagements. Vous avez dérogé pour Jean-Marie? Oui, et Jacques Kini aussi, qui fait du très bon travail à Univers TV là-bas. Alors, vous allez poser vos questions en série et vous répondrez Kassamba, Jean-Marie, allez-y, mollo, parce que je n'ai pas envie de... Non, je rigole. Allez-y. Non, c'est des questions, Monsieur le Président, qui concernent la corporation. Ah, voilà. Comme la corporation. Oui. Oui. Vous savez que je suis président des UNPC Kinshasa. Bien sûr, oui, félicitations. D'ailleurs, je crois que c'est récent, non? Oui, absolument. Oui. Ouais, ici à Kinshasa... non, c'est quand même un peu vieux depuis qu'il est. Oui, je n'ai pas compris. Ça fait combien de temps? Non, il avait été réélu ou quelque chose comme ça. Oui, absolument. Mais voilà. On attend le congrès pour... Glissement. Oui. Non, Monsieur le Président, les journalistes de Kinshasa sont très inquiets parce que nous avons l'un de nôtres, qui s'appelle Stanis Boujakera, que vous connaissez, qui est encore en prison. Et nous souhaitons savoir, parce qu'à l'issue des États généraux de la communication que vous avez présidé, à l'ouverture tout comme à la clôture, vous nous avez dit, nous n'allons pas aliéner votre liberté. Et ce journaliste est un bon journaliste que vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ce journaliste soit relaxé pour qu'il fasse son travail. Ça, c'est la première question. La deuxième, vous nous avez promis effectivement l'accompagnement de la presse. Vous nous avez promis de nous accompagner. Nous avons sollicité au travers de notre ministre Mouyaya, qui est un bon ministre, que nous aimerions aussi revoir dans le nouveau gouvernement. Ah ben voilà, un plaidoyer. L'accompagnement pour le nouveau congrès. Nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement pour le congrès. Et ça a beaucoup traîné. On aimerait savoir, le peuple nous suit et la presse au niveau national nous suit également, si le président, notre président peut nous permettre de s'engager. Voilà. Je fais une dernière, si vous permettez. Une dernière, courte. C'est par rapport à l'ouverture que vous avez manifestée durant le discours d'investiture. Vous avez dit, je vais tendre la main à ceux qui n'ont pas été de mon côté, comme étant partisans, etc. Alors, ça va se matérialiser comment? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposition est très faible. En proportion congrue. Voilà, très faible. En portion congrue. Oui. Comment vous allez faire? Oui. Bon, d'abord, je commence par... oui, j'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Stanis Boujakera, est-ce que je peux le dire? Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Tout à fait. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas.
la justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure. Vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui j'ai posé cette question parce que je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans... la troisième, c'était... C'était le Congrès. Oui, la main tendue. La main tendue à l'opposition. Le président y avait déjà répondu, mais je crois. La main tendue, oui, je crois que la main tendue à l'opposition, je crois que j'ai répondu à votre prédécesseur là pour dire que c'est pas à moi de... Donc l'opposition, parce que beaucoup comprennent, je pense, beaucoup, et je crois que c'était un peu votre question, beaucoup pensent que ça veut dire l'opposition sera invitée à venir au gouvernement. Non. Je suivais tout à l'heure dans la voiture, à la radio, le porte-parole d'Ensemble. C'est vrai, il est dans son rôle d'opposant, mais j'ai aimé sa réponse. Il parlait de l'informateur, l'invitation à l'informateur. Il dit, mais non, nous n'avons rien à faire là-bas parce que l'informateur est en train de réfléchir sur la mise en place d'une majorité. Nous ne faisons pas partie de cette majorité, nous sommes de l'opposition. Il a raison. Maintenant, il a émis certains arguments pour lesquels on peut dire c'est discutable. L'affaire Okende, c'est pas le régime. Il y a des enquêtes, il y a... Bon, c'est peut-être encore la justice qui tergiverse, possible, mais c'est pas de notre responsabilité, ni son meurtre, ni le retard pris dans le traitement du dossier. Mais là, encore une fois, on laisse faire les experts. Pourquoi est-ce que moi je vais m'inviter dans cette histoire qui nous a tous traumatisés? Donc voilà, donc j'étais pas d'accord avec certaines des choses, mais j'ai aimé sa réponse. Il est opposant, il est de l'opposition, il va s'organiser comme opposant. Et ce que moi je peux garantir, c'est leur liberté d'organisation et de fonctionnement, si toutefois ils continuent de respecter la loi. Il a parlé d'opposition républicaine, c'est ça une opposition républicaine, et il aura tout mon respect. Merci. Jacques Kini, c'était la dérogation du président, n'en abusez pas, on va terminer par là. Merci beaucoup, Excellence, pour cette mesure de grâce. Merci, Monsieur le Ministre. Excellence, Monsieur le Président, vous l'avez effleuré au début, le ministre avait dit qu'on allait en parler, mais on n'en a pas parlé, donc je veux revenir là-dessus. C'est la question de l'Union européenne qui a signé cet accord, vous le savez, pour... l'accord de valeurs durables pour les minéraux stratégiques avec le Rwanda. Excellence, on sait, sauf si il y a changement, que le Rwanda ne possède pas justement ce type de minéraux. Votre commentaire en tant que président de la République démocratique du Congo? C'est de l'imposture, je l'ai dit. C'est vraiment une provocation, mais de très mauvais goût. Parce que, vous l'avez dit, tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer... avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça. Sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites,
ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne, ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, et j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration ou leur communication, parce que ça ne s'est pas fait urbi et orbi. Donc nous allons, nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, au représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions diplomatiques et même judiciaires pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. Merci, Excellence. Voilà, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous avoir donné ce temps. Madame Josette, vous serez la première à la prochaine occasion à poser la question. Mais vous voulez poser? Non, madame, non. Soyons élégants. Je ne savais pas que vous étiez candidate à... Pardon, je demande pardon pour le ministre qui allait vous... Allez-y, madame. Je voudrais m'adresser, Monsieur le Président, aux champions de la masculinité positive. Ah ben voilà, c'était important. Hein? Tout est important, Monsieur le Président. Merci. Oui, une fois, vous aviez déclaré devant les femmes d'exception que vous voudriez entrer dans les secrets de la femme parce que la femme... Attention là, attention, vous allez me créer des problèmes. Non, quand je dis de la femme, parce qu'il est le vecteur, elle est le vecteur du développement. Ah, ok. J'ai bien atterri. Oui, oui. Parce qu'elle est le vecteur... Parce que je vois que la première dame nous suit. Hein? Non. Parce que la femme est le vecteur du développement. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'A, de le, formateur, c'est le. Là, c'est la formatrice. Donc ça veut dire qu'en République démocratique du Congo, pour une fois, on peut avoir une femme première ministre. C'est possible. Je voudrais... Attention, il ne faut pas confondre le formateur et le Premier ministre. Hein. Ça peut être... oui, il peut devenir Premier ministre. Elle peut devenir Premier ministre. Merci. Mais pas toujours. Merci, Monsieur le Président. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont lancées quand même parce que le taux a été revu à la hausse des femmes qui se sont lancées dans les élections de 2023. Mais les femmes sont déçues parce que il n'y en a pas beaucoup qui ont été élus. Alors, il y a des électeurs et des électrices. Voilà, des électeurs et des électrices, oui. Mais il reste les postes nominatifs. Et vous savez que les femmes, parce que vous êtes le champion de la masculinité positive, je ne pense pas que le champion de la masculinité positive va accepter que les femmes puissent jouer leur partition en dehors. Elles sont les vecteurs du développement. Que pensez-vous faire? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame. C'est vraiment important, là. D'ailleurs, j'ai eu un volet masculinité positive à Addis Abeba. Malheureusement, que je n'ai pas pu honorer parce que j'étais pris dans d'autres rendez-vous. Et c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui m'y a représenté et lu le mot que j'avais prévu à cette occasion. Je tiens vraiment particulièrement à développer les droits et à promouvoir en tout cas les droits des femmes et le rôle des femmes en République démocratique du Congo. Je crois que je l'ai montré, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas montré avec pour la première fois la participation de près de 37% de femmes dans le gouvernement qui vient de déposer sa démission. Les efforts, vous avez parlé de postes nominatifs, les efforts vont continuer. En tout cas, l'objectif, c'est de ne pas descendre en dessous des 37%, puisque ceux-là, au moins, nous les avions atteints. Donc, on va continuer. Peut-être 50%, qui sait, pourquoi pas. Donc, les efforts doivent continuer. Moi, je suis conscient du rôle de la femme dans notre pays et je tiens à promouvoir cela. Mais il y a encore les mauvaises habitudes qui ont la dent dure.
qu'il faut, et c'est pour ça qu'on parle de masculinité positive. Donc moi, je dois parler à mes homologues hommes pour leur dire « soyez positifs, favorisez la promotion de la femme en République démocratique du Congo ». Mais également, je crois que c'est le rôle aussi des femmes de parler aux femmes. Vous avez parlé des candidates femmes qui n'ont pas, pour la plupart, eu beaucoup de succès, quoique j'ai quand même appris, j'ai ouï dire que dans cette législature, il y a quand même plus de femmes que dans la législature d'avant. 60, il me semble que c'est un peu moins que la législature d'avant. 60, on m'a parlé de 60. Oui, j'ai cru comprendre. Bon, donc c'est quand même donc un petit effort. Mais il faut aussi parler aux femmes, qu'elles se mobilisent, qu'elles se mettent derrière leurs collègues femmes et qu'elles puissent voter. Parce que bon, les élections, nous les voulons libres. On ne peut pas commencer à orienter les décisions des électeurs lors des échéances électorales. Mais nous devons continuer ces efforts, nous devons promouvoir l'emploi des femmes, on doit avoir plus de femmes entrepreneurs parce que c'est ça qui va forcer ou accentuer leur influence. Nous devons mettre plus de femmes dans des postes de décision parce que c'est ça qui va assurer leur visibilité et qui va leur permettre d'inspirer confiance même à la jante masculine, qui permettra maintenant de plus en plus de se débarrasser de ces vieux réflexes machos, j'allais dire, et d'aller plutôt vers la promotion des femmes. Donc c'est du travail, on en a beaucoup encore à faire en République démocratique du Congo de ce côté-là, mais nous n'allons pas renoncer à notre devoir qui est de faire ce travail. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Madame. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons que vous dire merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que c'est pas très courant d'avoir un tel exercice. Nous espérons que c'est peut-être pas le dernier. Oui, j'espère aussi. On verra. Mais c'était un bel exercice. Merci et félicitations à tous j'allais dire vos collègues. Non, vous êtes devenu ministre. Oui. À tous les journalistes. Et la masculinité positive dont vous êtes les modèles sévit ici parce que la directrice générale de la RTNC comme celle de la RTNC2 sont des femmes et qui travaillent très bien. Monsieur le Président de la République, les Congolais vous ont suivi pendant presque 2 heures. Vous allez conclure cet entretien. Que pouvez-vous leur dire, ces femmes, ces hommes, ces militaires qui vous regardent ce soir comme commandant suprême? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en français comme en lingala? Et c'est sur cette note que nous terminerons cet exercice. Bien, merci. Je crois qu'on a un peu ramassé le tout, donc je ne vais pas les garder longtemps. Après ça, je voudrais simplement les rassurer, leur dire que, j'utilise l'expression, les vaches sont gardées, dormez tranquilles, soyez en paix dans vos foyers, nous veillons à la République. C'est vrai que les temps sont un peu difficiles en ce moment, mais c'est une période, c'est une conjoncture que nous sommes en train de passer qui, évidemment, passera. Nous la vivrons, elle passera. Le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de vivre les douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Un Congo qui sera indépendant économiquement, qui sera prospère et qui aura plus de sécurité, où les jeunes qui sont ma priorité auront plus d'emplois et plus de rôles à jouer parce que c'est eux qui doivent préparer l'avenir de ce pays. Donc je reste attentif aux problèmes du pays. Je compte sur le soutien que vous m'avez manifesté déjà à travers les élections du 20 décembre dernier, et je ne vous décevrai pas. C'est ce que je peux dire en conclusion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir prêché par l'exemple justement de cette redevabilité. Merci de noter la direction. Les Congolais de partout au monde qui nous ont suivis ce soir, je pense qu'ils ont été rassurés. Il n'y a pas eu de tabous et vous avez été transparents. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les Congolais vous ont renouvelé le mandat. Merci
Et merci, bonne monsieur soirée le ministre. à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. On a terminé.